Damn. Alors, me revoilà assez vite. Tiens, me revoilà-je. J'espère que je vous ai pas trop manqué les PNJ. L'appel de l'argent m'a sorti de mon hibernation. Eh ouais, YouTube money. D'ailleurs, pensez à revendre toutes vos cryptos immédiatement. Pour rappel, voilà à quel moment j'ai lancé ma chaîne la première fois. Maintenant, regardons où nous en sommes aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Bon, plus sérieusement, avec le regain en popularité des crypto-monnaies, il y a son lot de fils de p*** qui arrive avec. C'est pas mon genre de faire ça, mais le potentiel de vidéos sur le top 3 des fils de p*** dans le crypto game est quand même très grand. Mais je vais pas le... Number 3. Le pseudo-influenceur lifestyle avec 300 abos Insta qui te DM pour rejoindre son groupe Telegram payant, mais t'inquiète frérot, si t'invites 2 personnes dans le groupe, c'est gratuit. Point bonus, si tu retrouves ces mots-clés dans la bio. Mindset, lifestyle, network, self-made et n'importe quel autre anglicisme de ça. Et tu peux même rajouter un point bonus s'il y a une citation d'un entrepreneur ou d'un businessman. Number 2. Les vendeurs de formation. Aucune vanne sur eux, c'est juste des salauds. Number 1. Les mecs qui foutent leur shitcoin en photo de profil en espérant que ça va inciter les autres à investir. Point bonus si le nom de ta shitcoin est dans ton pseudo. Faut juste arrêter avec ça les gars, stop forcer. Comment ta copine elle fait pour rester avec toi? Comment elle fait ta copine pour rester qu'un mec comme toi? Sans déconner. Mais jette-toi par la fenêtre, fais rends service à la société, je sais pas, rends service à la société. Allez, c'était pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus gros shitcoin que la Terre ait jamais porté. Le scam ultime, même BitConnect ne leur arrive pas à la cheville. Je parle évidemment de la monnaie fiduciaire. Pour les avortins qui ne savent pas ce que ça veut dire, je parle de l'euro, du dollar, l'argent que vous utilisez tous les jours. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. L'euro, c'est quoi? Pour résumer en quelques mots, c'est un shitcoin préminé, qui ne possède pas de max supply, le taux d'émission, c'est-à-dire la quantité d'euros qui sera mise en circulation dans l'année, est déterminé entre guillemets secrètement, elle est contrôlée par une banque centrale et émise par un gouvernement. Dans la plupart des cas, l'État a un contrôle sur l'émission de sa monnaie, mais c'est pas vraiment le cas partout. Hein. Après, voilà, parler de qui contrôle les banques... Attendez, ça frappe à ma porte. Voilà pour résumer ce qu'est la monnaie fiduciaire. Avant de balancer les dossiers qui vont faire suicider ma chaîne, J'ai les copies de page écran. on peut comparer rapidement le bitcoin à l'euro ou au dollar, et essayer de voir quels sont les avantages des crypto-monnaies. Pour commencer, on peut parler de l'impact que les monnaies fiduciaires ont sur l'environnement. Beaucoup de ces chiffres sont des estimations car les banques et autres établissements financiers sont très flous sur leur rapport avec la pollution. La durée de vie moyenne d'un billet est de 16 mois. Après cela, s'il passe par votre banque, il est mis hors de circulation pour être remplacé. Les billets sont faits à partir de coton et de lin. Des produits qui sont certes renouvelables, mais qui demandent une énorme exploitation des terres. La culture du coton a très mauvaise réputation vis-à-vis de l'environnement, à cause de la quantité énorme d'eau qu'il faut utiliser, mais aussi de pesticides et de fertilisants. Les chiffres sont assez durs à trouver, mais cultiver 1 kg de coton consomme autant d'énergie que de produire 1 kg de PVC. Ça, c'est pour les billets seulement. Si on parle des pièces, on arrive sur un autre domaine, celui du minage. Extraire des métaux n'a jamais été très éco-friendly. L'extraction, le broyage et la fonte d'1 kg de cuivre par exemple, qui est utilisé dans quasiment toutes nos pièces de monnaie, consomment 2 fois plus d'énergie que la production d'1 kg de PVC. Environ 40 000 tonnes de métal sont utilisées par an aux USA pour la production des pièces. En ce qui concerne les cartes de crédit, il faut environ 5 grammes de pétrole pour faire une seule carte. Multipliez ça par 1,6 milliard, ça vous donne une jolie somme. Ce chiffre, c'est le nombre de cartes de crédit produites uniquement aux États-Unis en 2007, ce qui représente environ 45 000 barils de pétrole par an. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les cartes de fidélité, les cartes cadeaux et toute autre carte qui pourrait très bien être remplacée par des NFT. Pour ce qui est des paiements en carte bancaire, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Premièrement, la transaction. Cela va consommer de l'électricité et passer par les data centers gigantesques de Mastercard ou Visa. Ensuite, il y a l'impression du ticket, qui lui aussi a un impact, de sa production jusqu'à sa fin de vie. La BCE, la Banque Centrale Européenne, estime que cela polluerait autant que de rouler 1 km avec sa voiture. Alors que le Bitcoin, c'est l'ami des forêts. On ne coupe pas d'arbres pour faire des billets, on n'exploite pas des enfants sous-payés pour extraire des minerais, absolument aucune histoire de minage qui pourrait polluer, pas de carte bancaire en plastique qui étouffe les tortues. Après, bien sûr, le fait d'avoir une monnaie uniquement virtuelle, alors on dit pas virtuelle, on dit numérique. Ta gueule! Le fait d'avoir une monnaie uniquement virtuelle peut poser quelques problèmes. Par exemple, vous ne pouvez pas sniffer votre dose de coke avec le Bitcoin avant d'aller sur le plateau de TPMP. Quoique, ça reste discutable, il y a toujours moyen d'imprimer le white paper. On pourrait aussi parler de l'image que renvoie une monnaie. Ça peut paraître con, mais à notre époque c'est devenu quelque chose de très important. Vous serez plus enclin à claquer votre RSA dans un shitcoin s'ils ont un joli logo et que Chelsea en a fait la promo entre 2 photos de ses pieds sur son OnlyFans.
Par exemple, dans le crypto game, en plus d'avoir de jolis logos, comme personne qui, entre guillemets, nous représente, on peut citer Elon Musk, Asher, un chien, un autre chien, alors que la monnaie fiduciaire, qui la représente? Larry Silverstein, il est pas breton, hein? Rothschild, Strauss-Kahn, Zuckerberg, Cohen. Enfin, je veux dire, c'est la liste. Passons très rapidement sur la distribution et la propriété. Comme vous le savez sûrement, les monnaies fiduciaires sont centralisées. Il y a un organisme central qui s'occupe de la distribution de sa monnaie, et la totalité de la monnaie lui appartient. Alors que sur le Bitcoin, c'est tout beau, c'est magique, c'est décentralisé. Et oui, il n'y a pas un organisme central qui gère le Bitcoin, il y en a 18, et il contrôle seulement 98% de la production. Bon, je vais pas m'éterniser sur le comparatif, on va plutôt parler des magouilles autour de la monnaie fiduciaire. Car ce sont de sacrés marlous, nos amis. On nous manipule! Déjà, parlons rapidement de l'inflation. Petite piqûre de rappel qui ne vous fera pas de mal. Pas besoin d'avoir fait HEC pour savoir qu'un euro en 2021 n'a absolument pas la même valeur qu'un euro en 2005. Sachez que l'année dernière aux USA, 35% de tous les dollars en circulation depuis son existence ont été imprimés en l'espace de 10 mois. Meanwhile... Bon, j'ai pas envie de faire le discours, à nu les méchants riches, ils veulent les pauvres, mais tout cet argent ne servira pas à régler les soucis de la plèbe, hein, faut le savoir. La majeure partie ira dans les poches des riches, c'est triste. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Pour info, 40% des Américains n'ont même pas les moyens de retirer 400 $ en liquide. On va faire un petit retour dans le passé, le 5 février 2018. La bourse a subi une assez grosse chute, la plus violente depuis le début de l'année. Cependant, une semaine après l'effondrement des marchés, le bilan de la Fed, donc la Réserve fédérale des États-Unis, était assez bizarre. Des données récemment publiées montrent que le bilan de la Fed a augmenté de 14,1 milliards d'euros au cours de la semaine se terminant le 14 février 2018. Il semblerait que la Fed soit revenue à l'assouplissement quantitatif en imprimant de l'argent à partir de l'air en fait. En injectant 14 milliards de dollars dans le système bancaire par, je cite, l'achat de titres adossés à des hypothèques. En gros, ça permet de faire du levier x10 sur le cash qui vient d'être injecté. En d'autres termes, les 14 milliards de dollars injectés représentent 141 milliards de dollars de levier que les banques peuvent utiliser pour des activités telles que le soutien du marché boursier. Par exemple. Il semble donc que la Réserve fédérale serve Wall Street en fournissant un filet de sécurité contre la volatilité. Mais tranquille les golems, circuler y a rien à voir. Ils sont aux ordres du pognon! On dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais la vérité est que le système bancaire moderne crée de la monnaie bien plus vite que les arbres ne peuvent pousser. La plupart des gens n'ont aucune idée de la façon dont la monnaie est créée. Les économistes et les banquiers la rendent si complexe que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Toutes les sociétés modernes créent de l'argent à peu près de la même manière, mais comme le dollar est la principale monnaie dans le monde, je vais prendre les États-Unis comme exemple. Lorsque des politiciens vous font les promesses d'avoir de nouveaux services gratuits, en réalité, il n'y a rien de gratuit. Pour vous les offrir, ils vont devoir faire en sorte que le pays dépense plus que ses revenus. C'est ce qu'on appelle les dépenses déficitaires. Pour combler ce déficit, ils empruntent de l'argent en émettant une obligation. Mais c'est quoi une obligation ? Si vous y réfléchissez bien, une obligation n'est en fait rien d'autre qu'une reconnaissance de dette glorifiée. C'est un joli morceau de papier sur lequel sont imprimés des chiffres qui disent « Prêtez-moi 1 trillion de dollars aujourd'hui et je vous promets de vous rembourser ce trillion de dollars plus les intérêts sur une période de 10 ans. » Ces obligations représentent la dette nationale. Ces reconnaissances de dette doivent être remboursées par vous et moi et nos descendants, par le biais d'une future imposition. Pour Résumax, lorsque le gouvernement émet une obligation, ils veulent la richesse à venir pour la dépenser aujourd'hui. Le ministère des Finances organise alors une vente aux enchères d'obligations, et les plus grandes banques du monde se présentent pour acheter une partie de la dette nationale et en tirer un profit en touchant des intérêts. Ensuite, grâce à un tour de passe-passe appelé opération d'open market, les banques peuvent vendre une partie de ces obligations à la Réserve fédérale, qui est donc la banque centrale des États-Unis, avec un bénéfice. Pour payer les obligations, la Réserve fédérale ouvre son chéquier et émet de faux chèques, qui normalement devraient être rejetés, car ils sont tirés sur un compte dont le solde est toujours nul. Pour citer la Réserve fédérale de Boston, lorsque je fais un chèque, il doit y avoir suffisamment de fonds sur notre compte pour couvrir ce chèque. Mais lorsque la Réserve fédérale fait un chèque, il n'y a pas de dépôt bancaire sur lequel ce chèque est tiré. Lorsque la Réserve fédérale fait un chèque, elle crée de l'argent. La Fed remet ensuite ses chèques aux banques et c'est à ce moment que la monnaie voit le jour. Les banques prennent alors cet argent et achètent d'autres obligations lors de la prochaine vente aux enchères du ministère des Finances. Donc, le ministère émet des obligations, les banques achètent ces obligations avec de l'argent, la Réserve fédérale écrit des chèques et les échange contre les obligations,
Et voilà, on a créé de l'argent. Pourquoi se casser le cul avec des GTX 3080 quand un bout de papier peut suffire? Un autre point intéressant, lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous ne le déposez pas réellement sur un compte qui vous est confié en toute sécurité. Au lieu de cela, vous prêtez votre argent à la banque, et dans certaines limites légales, elle peut en faire à peu près tout ce qu'elle veut. C'est là qu'entre en jeu le prêt de réserve fractionnaire. Les banques sont autorisées à ne vous réserver qu'une fraction de votre dépôt, et à jouer avec le reste. Je vais utiliser un taux de réserve de 10% comme exemple. Si vous déposez 100 $ sur votre compte, la banque peut légalement prendre 90 $ et les prêter sans vous le dire. La banque doit seulement garder 10 $ en réserve au cas où vous en voudriez une partie. Mais alors, pourquoi votre compte bancaire affiche toujours 100 $ si on vous en a volé 90 ? Parce que la banque a laissé à sa place des reconnaissances de dette, des crédits bancaires. Imaginons que quelqu'un fasse un prêt à la banque pour s'acheter une voiture ou une maison. L'emprunteur va prendre vos 90 $ que la banque a pris sur votre compte, puis il va payer le vendeur de l'objet. Le vendeur va ensuite déposer cette somme sur son compte, sur laquelle la banque va prendre 90% du total et le remplacer par des reconnaissances de dette. On se retrouve maintenant avec 270 $ en circulation. Maintenant, il suffit de répéter ce schéma en boucle tant qu'on respecte le ratio des 10%. Après, ce ratio peut varier d'un pays à l'autre. J'ai pris l'exemple de 10%, mais il peut aussi être de 3%, voire de 0%. Ça paraît vraiment con, mais ça existe vraiment. J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie. Mon père a dit que je devais le mettre à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Oui, un conseil très sage et tu as pris la bonne décision, jeune homme. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. C'est n'importe quoi, enfin, j'ai 100 $. Non, tu n'as plus rien du tout. Pouf! Je vais m'arrêter là pour les exemples. Dans la description, vous trouverez toutes les sources et des liens pour approfondir le sujet. Bon, les PNJ, continuez de placer votre argent dans des livrets CUC à 0,1% alors que le taux d'inflation est de 3%. Changez rien, vous êtes géniaux. Alors continue le vélo, lâche rien, t'es le meilleur. Après, dernier conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans les cryptos. Je suis pas devin, mais réfléchissez très sérieusement avant de vous lancer. C'est très certainement l'une des pires périodes pour se lancer. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Les probabilités que le BTC se crache sont à mon avis plus élevées que les probabilités de faire un x2. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Lorsque vous allez foutre 500 balles dans le BTC, dites-vous que vous ne les reverrez jamais ces 500 balles. Si vous êtes ok avec ça, alors y a pas de souci, allez-y. Mais autrement, attendez un nouveau crash des cryptos. Et lorsque BFM TV et toutes les journalopes vont cracher sur le BTC car il aura perdu 20 000 $ de valeur, là, vous pourrez investir un peu plus sereinement. Je ne suis pas devin, je peux totalement me tromper et dans 2 mois le BTC sera à 150 000 $. Juste, soyez très prudent. Si un pote vous conseille d'acheter une crypto à son prix le plus haut, c'est pas un pote, c'est un fils de p***. Ouais! Faudrait aussi qu'on parle du délire que les gens ont avec les crypto-monnaies de petite valeur. Par exemple le Ripple, ça vaut quoi cette chiasse? 40 ou 50 centimes? Et il y a des fils de pute qui se disent « What the fuck les gars? Le BTC il valait 40 centimes un jour, et maintenant il a 50 000 $. Mais juste, go acheter du Ripple avant qu'il atteigne les 50 000 $ OMG. Bah non fils de pute, ça marche pas comme ça. La quantité de Bitcoin en circulation n'est pas la même que la quantité d'XRP en circulation trisolant. Bref, ne tombez pas dans ce piège-là, soyez intelligents. Merci d'avoir regardé la vidéo, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, mais vous attendez pas à voir pop une vidéo toutes les semaines. Hein. On va voir si le marché des cryptos se casse la gueule ou non. S'il y a des sujets ou des personnes qui vous pètent les couilles dans le crypto game, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je verrai s'il y a moyen de faire une vidéo dessus. Surtout, n'oublie pas de mettre ton pouce rouge si tu mets ton pronom dans ta bio Twitter. C'était Decrypt. Boum ni. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou.